Bon Alexandre, on est ravis de te voir aujourd'hui pour ta grande rentrée sur BFM Crypto. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Je sens qu'on va pas être déçus. J'ai décidé de me focaliser pour cette rentrée sur une rétrospective afin de commencer l'année du bon pied et d'apprendre du passé. Une rétrospective placée sous le signe de l'ironie, puisqu'on ne va pas s'intéresser à Bitcoin, mais bien à ses détracteurs qui ont passé une bien mauvaise année. Écoute, on a eu lundi ici Pauline Armandet, notre journaliste BFM Crypto, qui nous a un peu débriefé Surfing Bitcoin. Et elle nous a dit que l'ambiance était soi-disant plutôt morose. Voilà, elle a trouvé que tout le monde n'était pas au top du top de sa motivation là-bas. Toi, tu prends le contre-pied. Et tu penses que finalement, ce sont plutôt les détracteurs de Bitcoin qui sont pas en forme? Et tout à fait, mais pour s'en rendre compte, il faut prendre un peu de hauteur et regarder ce qui s'est passé depuis un an. Alors commençons notre voyage en macroéconomie, un pays fascinant tant il se prête au fantasme. La semaine prochaine, ça fera 2 ans tout juste que le Bitcoin est devenu une monnaie légale dans un pays, le Salvador, au milieu, comme vous le savez, du Covid, 6 mois à peine avant l'invasion de l'Ukraine, déclenchant sanctions, restrictions, troubles géopolitiques. Et 1 an plus tard, en septembre 2022, l'occasion était trop belle, évidemment, pour les journalistes de salon en tout genre, qui venaient de découvrir l'existence du Salvador et qui en devinrent spécialistes encore plus rapidement qu'ils n'étaient devenus épidémiologistes 1 an plus tôt. Le Salvador va-t-il faire faillite à cause de Bitcoin, titrait Bloomberg, tandis que le FMI n'était pas avare de menaces à peine voilées contre ce petit pays d'Amérique centrale. Bon, et aujourd'hui, on est quasiment en septembre 2023, demain. Où en sommes-nous? Nous en sommes dans une situation particulièrement cocasse et ironique. Les boulets rouges tirés depuis les États-Unis semblent être en réalité des boomerangs. La note de l'État américain vient d'être dégradée par l'agence de notation Fitch dans un contexte où les seuls intérêts de la dette sont devenus le premier poste de dépense de l'État américain à environ 1 000 milliards de dollars par an. Les États-Unis dépensent dorénavant plus en intérêts de dette que les dépenses militaires de tous les pays de la planète cumulés. Sur les 3 derniers mois, les États-Unis ont ajouté à leur dette 1 200 milliards de dollars, c'est 2 fois le budget annuel de l'État français. Et à l'inverse, le Salvador a honoré ses paiements de dette, l'insécurité a été éradiquée, le tourisme repart, un déficit annuel ramené de 10% en 2020 à 2,7% en 2022, une dette publique qui a baissé, oui ça existe, de 82% à 78%. Le Salvador respecte donc mieux les critères de Maastricht que la France, qui s'était pourtant permise de commenter l'adoption de Bitcoin au Salvador par un célèbre « Le Salvador, soyons sérieux ». Eh oui, mais est-ce que pour autant, la bonne santé financière du Salvador est le résultat de l'adoption de Bitcoin? Bien sûr que non, c'est marginal à court terme. À long terme, on verra bien, comme dirait un économiste, à long terme on est tous morts. Mais cela n'empêche pas de constater que les prophètes de l'apocalypse étaient on ne peut plus loin de la réalité et que Bitcoin déchaîne les passions. Reuters et le Financial Times sont obligés de constater ces derniers mois, citant pêle-mêle des analystes de JP Morgan ou encore de BNP Paribas, ayant retourné leur veste et admettant poliment que, je cite, en 2022, les prix des obligations du Salvador étaient décorrélés des fondamentaux. Un aveu discret qui signifie que lorsque Bitcoin entre dans la danse, tout le monde perd son sang-froid et panique. Bon, mais on a le droit de se tromper quand même sur l'avenir du Salvador. Est-ce que, si on se trompe là-dessus, ça doit remettre en question la crédibilité plus générale sur d'autres sujets de personnes qui se trouvent être des détracteurs de Bitcoin? Le Salvador, c'est qu'un exemple parmi la farandole que l'année qui vient de s'écouler met à notre disposition. Hein. Même si, selon un petit livre rose paru avant l'été, lorsqu'on critique les banques centrales, on flirte dangereusement avec le conspirationnisme, voire l'antisémitisme, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de faire un bilan de leur clairvoyance? Et oui, car on s'apprête à fêter un autre anniversaire. Cela fait presque 1 an, en effet, que Madame Lagarde nous a fait l'aveu à la télévision que l'inflation était sortie de nulle part. Au même moment, la BCE annonçait d'ailleurs qu'elle ne dépasserait pas 4% cette inflation. Et on rappelle qu'un an plus tôt encore, selon les prévisions avisées de cette même BCE, il n'y avait pas du tout de problème d'inflation. Alors j'ai calculé sur l'ensemble de la présidence de la BCE de Madame Lagarde, l'inflation a été proche de l'objectif de 2% seulement 3 mois sur 46. C'est donc une institution qui faillit à sa seule mission 94% du temps, se trompe de manière continue et soutenue depuis presque 5 ans, mais qui dispose par un envoûtement mystérieux d'un rond de serviette dans les médias pour poursuivre son exercice de chamanisme. Alors bien sûr, vous comprenez que quand en novembre 2022, la BCE sort un papier intitulé Bitcoin vit son dernier souffle, ou que le président de la FBF nous annonçait que Bitcoin sera $1 au 1er avril 2023, ma confiance en ressort plutôt renforcée.
Mais est-ce que c'est pas trop facile? Est-ce que c'est vraiment la faute des banques centrales si l'inflation bat des records depuis des années? Ça dépend à qui vous demandez. Si vous demandez aux banques centrales, absolument pas. Les boucs émissaires se succèdent. D'abord, c'était le Covid, puis c'était la guerre en Ukraine, puis c'était les Chinois et leurs satanés problèmes de logistique, puis c'était les méchants salariés qui demandent des salaires, notamment, puis c'était les patrons qui font des marges. Quelle horreur. On a même droit à Beyoncé, responsable de l'inflation, et ceci est tout à fait sérieux. C'est le New York Times qui l'annonçait. La hausse du coût de la vie en Suède, c'est la faute au concert de Beyoncé. Par contre, silence radio total et complet sur la responsabilité des banques centrales, dont c'est littéralement la raison d'être. Préserver la stabilité des prix. Voilà maintenant qu'on vient nous dire que puisqu'elle commence à baisser cette inflation, qu'il faut remercier les banques centrales. On n'y comprend plus rien. Quand ça monte, c'est les autres. Quand ça baisse, c'est nous. C'est la version moderne du pile je gagne, face tu perds. Bon, mais au-delà des aspects économiques, l'angle d'attaque de l'année écoulée, il était surtout environnemental et politique. Là-dessus, Bitcoin a également été la cible de critiques virulentes. Tout à fait. Imaginez-vous qu'il y a encore quelques mois, Bitcoin était un repère d'hommes blancs hétéros qui, du haut de leur arrogance, non content de faire bouillir les océans, démontraient un néo-crypto-colonialisme aux teintes rappelant les heures les plus sombres de l'histoire. Sur l'aspect environnemental, l'affaire Greenpeace l'an dernier a été assez emblématique. J'avais regardé par exemple sur la semaine précédant le Black Friday 2022, qui est une opération de solde très décriée pour son aspect consumériste. Et bien sur cette semaine-là, Greenpeace USA avait fait pas moins de 11 tweets et retweets sur Bitcoin, c'est-à-dire plus que 1 par jour, et 0 sur le Black Friday, voilà, qui lui pour le coup a un impact parfaitement accepté. La priorité semble donc donnée à la satisfaction de son généreux donateur, créateur d'une crypto concurrente qui s'achète, une campagne de dénigrement avec un argent dont la légalité est questionnée puisqu'il est actuellement en procès avec la SEC, on en parlait tout à l'heure. Mais puisque le discours commence à changer sur Bitcoin, on peut raisonnablement... On voit que ça change un peu. Certains rapports pointent même que les opportunités de Bitcoin pour la transition écologique, y compris venant d'institutions plus traditionnelles. Mais ça ne résout pas le problème de la couleur politique attribuée à Bitcoin par ses détracteurs. C'est vrai ça. Qu'en est-il de la fréquentabilité de Bitcoin et de sa proximité avec l'extrême droite? Mais bien patatras, là aussi, depuis un an, rien ne va plus pour les détracteurs de Bitcoin. On a eu droit successivement à une interdiction du Bitcoin par les talibans en Afghanistan, au développement de son usage dans un Iran qui menace de couper les comptes bancaires des femmes qui refusent de porter le voile, et même jusqu'à une lettre signée par des dizaines d'activistes des droits humains à la Maison-Blanche pour appeler à ne pas restreindre l'usage de Bitcoin. Parmi les signataires, des militants souvent forcés de s'exiler de pays comme l'Irak, l'Afghanistan, la Corée du Nord, la Russie, le Bélarus ou encore Cuba. Une lettre dans laquelle on peut notamment lire « S'il existait des solutions bien meilleures et déjà utilisées, nous le saurions ». Un outil plébiscité par les activistes des droits humains, on a vu pire comme instrument du nazisme 2.0. Bon, maintenant que tout ça est dit, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette rétrospective? Quelle conclusion tirer de tout cela? Eh bien, Bitcoin devait mourir, mais c'est Crédit Suisse qui a pris sa place dans le cercueil, précédant dans le cimetière les Silvergate, SVB et autres signature banques. La crédibilité du système monétaire actuel est réduite à peau de chagrin. Les banques centrales sont des boussoles qui indiquent le sud, menant avec une certitude inquiétante une fuite en avant géante dont la persistance dépend d'une seule chose, la capacité des épargnants à serrer les dents à chaque fois que l'on socialise les pertes de celles et ceux qui bénéficient du robinet d'argent magique. Une bien triste année donc pour les détracteurs de Bitcoin qui ont eu tort sur toute la ligne en l'espace d'un an à peine. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'année à venir? Très bonne question. On peut espérer qu'après s'être trompé sans interruption pendant 15 ans, nous verrons peut-être des remises en question, mais c'est malheureusement peu probable car il y a un conflit d'intérêts majeur entre Bitcoin et le système monétaire et financier actuel, et je ne doute pas une seconde de leur inventivité renouvelée pour un concert de mauvaise foi, et il faudra repartir au combat une année de plus.